Excellence, Monsieur Sostène Ngokila. Il est diplomate et promoteur culturel. Monsieur Ngokila, bonjour. Bonjour Tessa, comment ça va là-bas? Nous, on va très bien et je sens que vous suivez l'émission de bout en bout. Oui, je suis connecté depuis le début de l'émission sur Facebook. Je suis en train de vous suivre en direct. Voilà. Quelle est votre réaction et votre appréciation depuis le début? Mais vous voyez, Africulture, je pense qu'on a besoin de ce genre d'émission pour la jeunesse en Afrique, parce que la culture est la base de tout et on ne peut pas tout connaître dans sa culture. Et si on a beaucoup d'émissions telles que les vôtres, ça pourra prendre des pans de plusieurs aspects de notre culture et pouvoir rééduquer notre jeunesse, parce que là où nous allons, là où le monde va, on aura besoin de notre culture. Donc je suis vraiment ravi de voir la qualité des invités que vous avez. J'ai déjà eu à suivre Africulture une fois sur Facebook et je vois que c'est riche et c'est bien pour notre culture, c'est bien pour notre jeunesse. C'est important. Là, vous êtes de quel côté précisément? Parce qu'on sait que vous voyagez tellement. Là, on vous a pris de quel côté? Là, je suis à Libreville. Je suis à Libreville où j'ai saisi l'occasion pour vous dire que je viens d'avoir une nouvelle fonction de conseiller diplomatique des membres du gouvernement gabonais. Et donc, je suis, il y a à peine quelques jours, donc je suis à Libreville pour pouvoir assumer ces nouvelles tâches. Je suis à Libreville. Félicitations. On aime l'Afrique qui avance. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, on va dire aujourd'hui qu'on a une occasion qu'on ne peut pas louper. On va commencer par parler de votre fonction de diplomate. Comment est-ce que ça commence? Comment vous vous retrouvez véritablement dans ce monde-là? La diplomatie m'est venue sans que je ne la demande en quelque sorte, mais c'est parce que j'avais déjà une projection, je dirais, internationale. J'ai toujours aimé les cultures qui se rapprochent. Et donc, j'ai fait des études en économie et relations internationales en Tunisie. Ensuite, quand je suis rentré au Gabon, pour rester dans cet aspect international, je suis rentré à l'École nationale d'administration de Libreville, où j'ai fait la section diplomatie et être sorti en 1993 comme major de la section diplomatie. Et voilà comment ça m'a mis direct dans ce monde-là. Et ensuite, j'ai commencé à avoir mes premières fonctions à l'extérieur. J'ai travaillé comme conseiller d'ambassade en Belgique d'abord, ensuite au Maroc, ensuite comme conseiller en France. Ensuite, je suis revenu au Gabon, où j'ai dirigé le personnel du ministère des Affaires étrangères, où j'ai été secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, avant de devenir ambassadeur du Gabon au Canada, et maintenant de revenir et d'être conseiller diplomatique des membres du gouvernement. Donc voilà un peu grosso modo comment j'ai fait pour me retrouver dans la diplomatie, et c'est un secteur que j'aime beaucoup. Voilà. Moi, la question qui me vient en tête, c'est de comprendre, vous, en tant que diplomate, vous, en tant qu'Africain, vous avez eu la possibilité de côtoyer tellement de choses. Qu'est-ce que vous pensez manque véritablement pour que l'Afrique puisse se retrouve à s'asseoir ensemble et pouvoir faire des choses de manière à grandir ensemble? Bien, mais vous savez que la diplomatie, déjà les relations internationales, c'est une compétition. C'est une compétition à l'échelle internationale où les pays viennent promouvoir ou défendre leurs intérêts. Et plus vous êtes assez outillé sur le plan économique, militaire, etc., vous avez aussi une diplomatie qui reflète ces aspects-là. En ce qui nous concerne, nous, l'Afrique, nous avons un certain nombre de pays qui ne sont pas des petits pays par la taille, mais qui sont, je dirais, des petits pays par rapport à leur influence diplomatique. Et vous voyez que les autres, par exemple l'Europe avec l'Union européenne, se sont regroupés. Et nous avons rêvé depuis les indépendances à la mise en place d'une Afrique unie, et que l'Union africaine essaye de s'atteler à faire, mais avec quand même quelques égoïsmes des différents États, on a du mal à aller vers cette intégration. Je suis de ceux qui pensent que seul un pays africain ne pourra
pas réussir dans cette compétition internationale. L'Afrique doit être unie, l'Afrique doit parler le même langage, et nous avons les raisons, les motifs, les origines culturelles et tout ce que l'on veut, économique. Nous avons assez de richesses pour pouvoir parler le même langage et pouvoir rentrer dans cette compétition. Si nous cherchons, par exemple, au niveau des Nations Unies actuellement, à avoir une place au Conseil de sécurité ou deux places au Conseil de sécurité, il faudrait que nous nous entendions sur quel est le pays qui va pouvoir nous représenter. Et pour pouvoir le faire, il faudrait que nous puissions taire nos égoïsmes, nos égos de chaque État. Ça, c'est la chose la plus difficile, je pense, actuellement dans les pays africains, parce que chacun veut s'asseoir sur sa richesse, sur son ego, pour pouvoir empêcher l'unité de se faire. Mais tant qu'on ne fera pas cette unité, moi je suis sûr qu'on ne réussira pas sur le plan international à nous faire entendre comme il se doit. Est-ce qu'on ne va pas dire que c'est ce qui caractérise un peu plus l'Afrique centrale? Parce qu'on a l'impression par moment que quand vous arrivez en Afrique de l'Ouest, quand vous avez ces pays, c'est vrai qu'à la CEDEAO ça chauffe en ce moment, mais quand vous arrivez en Afrique de l'Ouest, vous avez l'impression que les échanges, la communication, tout se passe assez facilement que nous ici en Afrique centrale. Oui, j'avoue que par rapport à l'Afrique de l'Ouest, si on retire les soubresauts qu'il y a actuellement au niveau de la CEDEAO, par rapport à l'Afrique de l'Ouest, c'est vrai que l'Afrique centrale montre des signes de retard dans ce qui concerne l'intégration sous-régionale. Et pourtant, nous avons la même culture en Afrique centrale. Quand on va au Cameroun, on mange les mêmes choses qu'au Gabon, qu'au Congo, qu'en Guinée équatoriale, à Sao Tomé ou vous voyez, donc on a les mêmes cultures, on a les mêmes façons de penser. C'est à part ce trait qu'on a hérité, de la colonisation, ce sont les mêmes familles qui sont à gauche et à droite. Et pourquoi on ne s'entend pas pour aller véritablement et rapidement vers l'intégration régionale? Je répète que ce sont les égoïsmes, les intérêts des États. C'est les intérêts des États. Chaque État veut s'asseoir et rester seul sur son patrimoine, je dirais ainsi, ce qui nous retarde. Alors que en Afrique de l'Ouest, par exemple, avant les soubresauts actuels, vous passez d'un pays à un autre sans difficulté. Le commerce se fait sans beaucoup de difficultés. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire sur la mentalité de l'Africain central, de l'Africain du centre, pour que nous puissions véritablement atteindre cette intégration qui n'est pas loin de notre portée. Et cette intégration déjà culturelle, elle existe. Le folklore qu'il y a au Cameroun, c'est le même qu'il y a au Gabon, qu'il y a en Guinée équatoriale, qu'il y a au Congo, qu'il y a au Tchad ou qu'il y a en Centrafrique. Vous voyez, donc on a déjà, et je pense que l'erreur que nous commettons en tant que dirigeants de pays, c'est d'abord forcément chercher une intégration, je dirais, des élites. Okay. Alors que l'intégration, en fait, si vous regardez bien, l'intégration des peuples, elle est faite déjà à partir de la culture. Il s'agit de l'accompagner pour qu'elle devienne une intégration politique, économique et sociale. Voilà. Monsieur Sostène Ngokila, je vais vous poser une question très simple. Si aujourd'hui on doit définir ce qui fait la force du diplomate que vous êtes, quels sont ces mots qu'on peut utiliser? Je crois qu'on pourrait d'abord parler de l'amour. L'amour, c'est quoi? Parce que lorsque je donne cours aux futurs diplomates, je leur dis toujours que la première chose à faire si vous voulez être diplomate, c'est de savoir aimer votre pays, aimer votre continent. Parce que si vous n'avez pas d'amour pour votre pays ou pour votre continent, mais qu'est-ce que vous allez partir promouvoir ou qu'est-ce que vous allez partir défendre? Donc le premier élément, c'est l'amour. Je regarde souvent, pour le déplorer, un certain nombre de jeunes qui parlent de leur pays sur les réseaux, puisque c'est devenu la mode, le réseau, on ne peut pas en échapper, et qui passent beaucoup plus de temps à dénigrer leur pays ou les pays voisins qu'à pouvoir rechercher ce qui fait la force de ces pays-là, ce qui peut promouvoir ces pays-là. Et j'appelle ça un manque d'amour de soi, un manque d'amour pour son pays. Donc la première force, c'est cela. Donc vous devez d'abord aimer votre pays, aimer votre continent pour pouvoir les promouvoir.
Ensuite, vous devez être assis sur ce que nous allons parler aujourd'hui. Vous devez être assis sur quand même une base culturelle. C'est-à-dire que vous devez aimer la culture. Je suis de ces diplomates qui pensent que si je n'avais pas un pan passionnel pour la culture de mon pays, pour la culture de l'Afrique, je ne pense pas que j'aurais réussi ce que j'ai pu réussir dans ma vie de diplomate sans cela, sans cette passion de ce que je suis, d'où je viens, de ce que je fais, de ce que je connais en musique, en cinéma. Parce qu'il s'agit en matière de culture de ce que l'on appelle en diplomatie le soft power, c'est-à-dire la diplomatie culturelle, c'est le soft power. Vous avez par opposition au hard power, c'est-à-dire faire connaître son pays, faire aimer son pays, promouvoir son pays à partir de sa culture. Et donc, je crois que la passion, c'est ce deuxième point, nous permet de bien défendre notre culture et de bien défendre notre diplomatie, de bien défendre notre place parmi les autres. Parce que la diplomatie, c'est un échange aussi culturel. On rencontre d'autres cultures, on s'intègre, on échange. Et donc, amour et passion. Mais également, beaucoup de technicité. Et ça, c'est quelque chose qui manque à beaucoup de diplomates. Nous avons des diplomates chevronnés qui sont très théoriques, qui peuvent vous parler des relations internationales depuis la nuit des temps jusque maintenant, qui peuvent vous parler du droit international, mais qui, sur le plan technique pour négocier, par exemple, ou les techniques protocolaires, ont du mal, ou les techniques d'information, d'analyse de l'information diplomatique. Et beaucoup de diplomates n'ont pas ces techniques-là. Ce qui fait que généralement, lorsque l'on se retrouve avec d'autres partenaires lors des négociations, on sent qu'il y a une absence de technique chez nous qui nous permettrait de pouvoir mieux gagner un certain nombre de parts de marché, mais aussi de la résilience. Parce que la diplomatie, ce n'est pas un métier, je dirais, de tout repos. La diplomatie, vous êtes toujours parti, vous êtes toujours en négociation, vous passez parfois des nuits blanches. Quand je regarde mes collègues qui sont par exemple aux Nations Unies ou à l'Union africaine, lorsqu'il y a des commissions qui se font très tard dans la nuit, vous n'avez aucune idée de combien de temps. Parfois, il y en a qui ne dorment même pas. Donc, c'est un métier de sacrifice, c'est un métier de servitude. J'ai toujours dit que la diplomatie, c'est la première défense d'un État sur le plan international avant même l'armée. C'est la diplomatie parce que les diplomates vont négocier pour pouvoir éviter des conflits à vos États. Donc, on en arrive à la guerre. Amour, passion, technicité, servitude, résilience, ça vous amènera toujours à être un plus ou moins bon diplomate. Voilà, on va ouvrir un peu cet aspect qui nous a intrigués. Tout à l'heure, on a joué, voilà, votre court-métrage Adultère. J'ai voulu qu'on ait cette partie parce que ça tranche un peu avec la personne. Quand on parle de son excellence, Monsieur Sostène Ngokila, on a l'impression que c'est quelqu'un qui est carré. Mais là, vous entrez dans le monde du cinéma, on vous voit actif sur plusieurs festivals et tout. Comment est-ce que ça se fait que vous vous retrouviez à vivre cette passion qu'est le cinéma? Mais voilà, les vrais, bon, j'enlève le terme vrai, mais les diplomates véritables sont, comme je me répète, sont des personnes qui sont ancrées dans la culture. Vous allez voir que beaucoup de diplomates sont des écrivains. Moi, il m'arrive aussi d'écrire. J'ai déjà sorti un livre sur la diplomatie. Beaucoup de diplomates ont fait découvrir le monde à partir de leurs écrits. Donc, ce sont des écrivains. Donc, ce sont des personnes axées sur la culture. Et le cinéma est un aspect de la culture, la musique, ce sont des aspects de la culture, tout cela. Et il faut aussi se rappeler que l'être humain est dualiste. Nous sommes souvent au minimum deux. C'est-à-dire, vous avez cette personne qui est carrée. Lorsque je suis dans mon travail de diplomate, je connais exactement ce que je cherche en diplomatie, ce que je cherche pour mon pays et ce que je cherche pour ma communauté. Je sais exactement ce que je cherche et j'ai appris les techniques pour pouvoir rechercher ce que je veux pour mon pays. Et donc, s'il faut être carré à ce moment-là, je serai carré. Mais je vous ai dit que nous sommes doubles et mon essence naturelle, c'est la culture. Mon essence naturelle étant la culture, le cinéma par exemple, j'ai eu ma première caméra
grâce à ma sœur aînée, j'avais l'âge de 16 ans. Je ne savais même pas ce qu'il fallait faire avec. Donc, j'ai commencé à filmer mes amis et on se racontait des histoires, on se faisait des faux films que l'on regardait avec délectation à la maison et que même nos parents regardaient. Et donc, je suis né avec cette envie de faire du cinéma et je dirais même que le fait d'avoir été un diplomate, contrairement à ce que l'on pourrait croire, a renforcé cette envie de faire du cinéma. Pourquoi? Parce que je voudrais faire connaître mon pays, faire connaître les mœurs de mon pays et de mon continent. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à promouvoir les jeunes qui veulent faire du cinéma. Et si j'ai tourné dans ce film, je crois qu'il y a deux épisodes de ce film, ce film qui ont été tournés par moi. Et d'ailleurs, l'épisode suivant a gagné même un prix au Cameroun, là-bas au Festival international du court-métrage de l'Afrique centrale. Et donc, mon rôle dans ces films n'a pas été forcément un rôle d'acteur, mais plutôt un rôle de formateur. C'est un film que nous avons mis en place pour pouvoir former en même temps les techniciens, les jeunes techniciens, les caméramans, les preneurs de son, etc. Et en même temps les jeunes acteurs. Et donc, j'ai joué pour pouvoir les aider à jouer, pour les former. Et donc, vous imaginez qu'à chaque coupure, je prenais un acteur pour dire, bon, voilà, comment est-ce qu'on se fait? Tu dois marcher devant la caméra, comment est-ce que tu dois faire? Donc, c'était un peu plus pour pouvoir les former. Sinon, ce que j'aime le plus, moi, c'est la réalisation du cinéma, parce que ça me permet de raconter une histoire, qu'elle soit fictive, qu'il s'agisse d'un documentaire, pour bien faire connaître nos cultures, pour bien faire connaître nos pays, pour bien faire connaître nos mœurs et pour partager avec les autres. Je me souviens qu'au Canada, lorsque j'avais été reçu pour la présentation de mes lettres de créance, le gouverneur général du Canada, qui est le chef de l'État du Canada, qui représente le roi d'Angleterre, m'avait félicité. Et lorsqu'il avait regardé dans mon CV, qu'il a vu que j'étais un réalisateur, il avait dit exactement, l'ambassadeur permettra, par rapport à sa passion du cinéma, de rapprocher le peuple canadien du peuple africain, du peuple gabonais à travers le cinéma. Donc vous voyez que c'est important. Si au niveau même de l'état d'accueil, on reconnaît que ce côté qui n'est pas, comme pour reprendre votre terme, carré, et que c'est un côté qui contribue à la connaissance et aux échanges diplomatiques. Donc je peux être carré et très artistique. Mais est-ce que ça ne change pas un peu le travail sur le plateau? Quand on voit le bagage que vous portez, vous retrouvez sur un plateau avec les autres acteurs, est-ce que ça n'a pas été, c'est pas toujours un peu compliqué au début, avant que peut-être tout s'assouplisse et que le travail prenne forme? C'est certainement d'abord compliqué, et je le reconnais, pour les personnes qui sont en face de moi, parce que la plupart sont des jeunes. Et pour ceux qui savent que je suis un diplomate, que j'ai été ambassadeur, que j'ai été secrétaire général d'un ministère des Affaires étrangères, ils viennent d'abord en se disant, on va un peu prendre uniquement le respect de la personnalité qui est là. Ce qui est bien, ce qui serait bien, parce que ça veut dire qu'en tant que réalisateur, ils vont suivre, ils vont me respecter, etc. Mais je dis à ces personnes que en faisant de la réalisation, c'est que j'ai choisi une façon de fonctionner, j'ai choisi une façon de me présenter à vous. Et que lorsque je suis sur les plateaux, ce n'est pas le diplomate qui est sur le plateau. C'est vrai que le diplomate va ajouter des choses dans les scénarios, dans tout cela, mais ce n'est pas le diplomate qui est sur le plateau, c'est le réalisateur. Et que prenez-moi comme un réalisateur, ou si je ne suis pas un réalisateur, mais c'est de faire la production, prenez-moi comme un producteur de cinéma, et puis respectez-moi comme on respecte un réalisateur, comme on respecte un producteur, mais pas forcément comme on respecte un ambassadeur. Mais très souvent, ce qui m'amuse, c'est que parfois sur le plateau, au lieu de m'appeler monsieur le réalisateur, ou au lieu de dire, comme on dit chez nous, maestro, et tout, etc., j'entends parfois excellence. Excellence, où est-ce qu'on place la caméra? Excellence, j'ai dit, il n'y a pas d'excellence ici. Et je crois qu'on va expliquer tout à l'heure à travers votre vidéo comment est-ce qu'on doit utiliser le terme excellence juste après notre interview. Là, on parle beaucoup de formation avec vous.
Vous êtes venu au Cameroun, vous avez fait le tour de certains autres pays en attendant d'être nommé comme vous l'avez été vous nous avez signalé tout à l'heure. C'est quoi le but de votre formation? Est-ce que vous êtes en train de chercher à redonner ce que vous avez déjà reçu? Oui, je pense que lorsqu'on a vécu quelque chose ou lorsque l'on vit quelque chose, on souhaiterait que cette chose, du moins les aspects positifs de cette chose puissent exister même après vous. Ça, c'est le premier message. Le deuxième message, c'est que nous sommes en train de former ceux qui viennent après nous pour pouvoir prendre le relais et pour pouvoir avoir le bagage intellectuel et technique nécessaire qui va leur permettre de pouvoir diriger nos pays et notre continent. Et donc, en ce sens, j'ai eu à créer il y a un certain nombre d'années, en 2017 si je ne m'abuse, un centre de formation et de perfectionnement des compétences que l'on appelle DAT, qui signifie Divine Art Training. Okay. Et donc, ce centre de formation, je lui ai donné comme objectif de pouvoir venir compléter ce qu'on n'apprend pas forcément à l'université. Okay. Et j'ai pris un certain nombre de domaines, dont principalement le domaine des relations internationales et de la diplomatie. J'ai disséqué ce domaine-là pour pouvoir ressortir qu'est-ce qui manque aux futurs fonctionnaires de la diplomatie en Afrique lorsqu'ils sortent des grandes écoles comme l'ENA, l'École nationale d'administration, comme l'IRIC au Cameroun, et j'en passe. Parce qu'il y a des lacunes sur le plan, ils sont très bons sur le plan, je dirais, de la connaissance universitaire, mais ils ne sont pas très bons sur le plan de la maîtrise des techniques qui leur permettent pour que l'on dise que oui, cette personne est un diplomate chevronné. Et ces techniques, elles sont nombreuses, telles que le protocole, telles que la négociation, telles que la communication, etc., qui sont des techniques que nous utilisons lorsque nous nous retrouvons dans les négociations principalement. Mais il n'y a pas que les relations internationales, il y a aussi le leadership et le management. Parce que nous sommes dans un monde où le leadership compte énormément et où les managers doivent accompagner les leaders pour que nous puissions faire avancer nos pays et notre continent. Et donc, nous donnons ces formations de leadership et de management aussi dans le cadre de notre centre de formation, mais c'est également, je devrais dire, le développement personnel. Parce qu'on ne sait pas qu'un bon leader, c'est quelqu'un qui sait se maîtriser lui-même. Donc, c'est quelqu'un qui cherche aussi à se développer sur le plan personnel pour pouvoir maîtriser les techniques et pouvoir guider les autres, ainsi de suite. Donc, mon objectif est plutôt celui-là, c'est de venir dire ce que vous avez appris, c'est bien, mais que vous devez maintenant vous renforcer dans les technicités et dans la connaissance de vous-même pour que lorsque vous vous retrouvez devant les autres, on puisse dire, oui, nous avons en face de nous des gens qui savent de quoi ils parlent, qui savent où ils veulent mener leur pays et leur continent et qui ont des mots à poser sur leur connaissance. Voilà, j'ai une question. Est-ce que vous pensez que les formations que vous avez vont s'adapter au changement qui est en train de se produire sur notre continent? Parce que nous voyons aujourd'hui que la diplomatie africaine entre États africains est en train de se développer. Est-ce que vous pensez que cette connaissance, cette diplomatie que vous avez eue avec vous au cours des ans, qui était un peu liée à ce que le colon nous a laissé, ce sera un outil qui va pouvoir s'ajuster aux nouvelles normes qui sont en train de se dessiner en Afrique? J'en suis convaincu. J'en suis foncièrement convaincu parce que, comme vous avez eu à dire, nous faisions un peu de la répétition diplomatique depuis les indépendances. Il vous souviendra que même dès le début des indépendances, beaucoup de pays, leur diplomatie était faite directement par le colon ou par les coopérants techniques de ces pays-là, de nos colons. Dieu merci, très souvent au ministère des Affaires étrangères du Gabon, nous disons que nous sommes le seul ministère qui n'a jamais reçu de coopérants techniques pour pouvoir travailler. Et donc, les cours justement que je donne dans le cadre de ce centre de formation et de perfectionnement partent du constat
le constat suivant qui est que le diplomate est formé a été formaté par rapport à la diplomatie, je dirais, occidentale, qui est une diplomatie où on parle beaucoup, de manière triviale. Peu d'action, beaucoup de parlotte. Voilà, vous avez le diplomate, il sait parler, il sait expliquer, il sait donner les références sur une loi, etc. Mais ce qui applique, ce sont des techniciens. Ce sont des techniciens qui appliquent. Et donc, si le technicien ne sait pas comment on fait pour appliquer, mais vous aurez beau parler, on va vous écouter, on va vous admirer, on va vous donner des prix de la parlotte. Mais qu'est-ce qui est concret? Le technicien, il doit connaître son intérêt, l'intérêt de son pays. Et quand je dis connaître l'intérêt, ce n'est pas dire que j'ai tant de barils de pétrole ou j'ai tant d'or dans le sous-sol. Mais c'est de savoir comment est-ce qu'on peut promouvoir et gagner quelque chose à partir de ce que nous avons. Donc ça, c'est un peu plus technique. Ces diplomates doivent avoir cela en tête et savoir comment est-ce qu'on fait pour négocier sur le marché international, ainsi de suite. Et donc, les formations que je donne, c'est pour combler. C'est pour combler d'abord ce gap-là, mais également c'est pour susciter une nouvelle politique étrangère de l'Afrique qui va s'insérer dans des relations internationales qui sont en mouvement actuellement. Nous sommes peut-être les gens ne s'en rendent pas compte, mais il y a un combat. Le monde bipolaire d'hier n'existe plus en tant que tel. Et les puissances, les superpuissances mondiales sont en train de changer. C'est lent, ça ne se voit peut-être pas du coup, mais c'est lent. Mais la configuration actuelle des forces dans le monde va changer. Et c'est à nous, Africains, de nous préparer à ce changement-là, à savoir de quel côté se trouve notre intérêt. Aujourd'hui, nous rentrons dans dans le groupement que l'on appelle les BRICS. Il faudrait savoir quelle est la philosophie de ces BRICS. Les BRICS s'opposent à quoi? Parce que les blocs s'opposent toujours à quelque chose ou renforcent quelque chose. Les BRICS s'opposent à quoi? Est-ce que nous avons intérêt à être dans les BRICS? Si oui, qu'est-ce que nous recherchons? Et donc, les formations que nous donnons vont dans ce sens en lisant d'abord la cartographie des mouvements internationaux du monde, la cartographie des changements des puissances pour dire voilà notre chemin. Nous savons que dans quelques années, l'Afrique sera le continent le plus jeune. Mais ça, c'est un atout diplomatique incroyable, impensable. C'est pourquoi, donc, justement, je mets l'accent sur cette jeunesse qui demain va être la première puissance en matière de population dans le monde. Voilà, on est sur Jumbo FM, c'est Africulture. On est en train d'écouter son Excellence, Monsieur Sostène Ngokila, depuis Libreville. Et là, on va véritablement bientôt mettre un terme à notre échange, mais on ne peut pas laisser passer l'aspect musical. On nous dit aussi que vous êtes dans la musique. Est-ce que c'est vrai? Oui. Disons qu'avant le cinéma, c'est un peu la musique que je faisais aussi. Et j'ai beaucoup d'amis qui sont dans le domaine musical. Certains sont devenus des grands artistes, aussi au Gabon et même à l'international quand même, qui ont eu à jouer avec moi. Je dirais que j'ai toujours chanté et joué de la guitare dans les groupes de musique de collège et de lycée. Dans mon collège où j'étais, au collège Monsieur, j'étais dans le groupe musical. J'ai joué aussi avec le groupe musical du lycée où j'étais, le lycée Léon-Bas. J'ai joué avec le groupe musical du lycée d'État. Enfin, j'en passe. Et puis, quand j'ai été diplomate, justement, mon premier poste en Belgique, comme j'aimais la musique, j'ai sorti mon premier album qui déjà avait comme titre Africa. Un premier album où je parlais de l'Afrique, où j'ai demandé à l'Afrique d'être unie et de pouvoir nous unir sur nos malheurs partagés. Si on a du mal à nous unir à partir de nos richesses, parce que nous avons tous des richesses, on n'arrive pas à s'unir à partir de ces richesses, mais pensons à nos malheurs et puis unissons-nous à partir de nos malheurs partagés pour que nous puissions aller vers l'avant. Et donc, c'était mon premier album de musique qui est passé un peu. On va fouiller et on va voir.
On va fouiller et on va voir comment, si on pourra faire suivre ça à nos auditeurs de Jambo FM Africulture pour pouvoir comprendre votre univers. Vous voyez, c'était important de vous avoir avec nous, de diplomate à promoteur culturel. On se pose des questions, mais vous vivez pleinement votre passion. Et vous êtes cet Africain qu'on aimerait être, quoi, qu'on aimerait voir autour de nous. Pas de frustration, juste vivre et passer à l'action. Voilà, Monsieur Sostène Ngokila, nous, avant de conclure, on va vous demander simplement, est-ce que vous pouvez envoyer un message à cette jeunesse qui vous écoute en votre langue maternelle? Ah, ben, mais je pense que s'il y aura beaucoup qui vont me comprendre, peut-être au Gabon, au Congo, en RDC, même si parfois l'accent est différent de là à là, parce que je vais passer le message en langue Teke. D'accord? Donc, Banwangu, oui, mais Sostène Ngokila, Talabe, Okulabe. Mais Talabe, en arabe, mais Champura Abrabema avait Bella Janji. Mbura Raso Bologna avec Bella Janji. Ngabou, Boan pour maman, Malafrique, Matola. Développé. Voilà. Un message court dans lequel j'appelle la jeunesse, je rappelle leur grand frère, leur père que je suis, et en leur disant que rien ne peut se faire s'ils ne prennent pas en main leur capacité à travailler pour leur pays et pour leur continent. Voilà, merci à vous, Monsieur Sostène Ngokila, diplomate et promoteur culturel. Africulture, c'est votre émission. Nous sommes là pour découvrir et accompagner tous les projets parce qu'on se dit que c'est seulement unique qu'on pourra faire de belles choses. Et vous voyez, le Cameroun et le Gabon aujourd'hui en échange, on a la possibilité de montrer aux jeunes que tout est possible. On vous dit encore merci pour le temps que vous nous avez accordé. Merci Africulture, merci à Jambo FM. Portez-vous bien, gardez la santé. Take care, à bientôt. Voilà, mesdames et messieurs, nous avons ce bout de communiqué que nous allons partager avec vous avant de continuer avec ce mot-là. Comme on l'a dit, qu'est-ce qu'on doit appeler excellence? Pourquoi on doit appeler excellence? Vous le saurez, mais c'est après ceci. Ils sont nombreux, les jeunes qui, n'ayant pas fait l'école et classique, ne peuvent envisager leur avenir que comme des condamnés au secteur informel. À contre-courant de cette idée préconçue, M. Dieudonné Bounier, président directeur général du groupe Bocom, présente son ouvrage autobiographique intitulé « Itinéraire d'un destin atypique ». Cette œuvre exceptionnelle est disponible au prix de 10 000 francs CFA dans toutes les stations-service Bocom de la ville de Douala, ainsi qu'au siège du groupe Bocom situé à la place de l'UDEAC à Bonanjo. Vous pouvez également le retrouver sur le site internet de l'Harmattan au www.édition-armatan.fr ou sur le site internet d'Amazon www.amazon.fr. Pour toute autre information, bien vouloir contacter les numéros suivants: 6 91 14 34 39, 6 91 14 34 39 ou le 6 91 14 33 36, 6 91 14 33 36. C'est un livre de M. Dieudonné Bounier, président directeur général du groupe Bocom, disponible dans toutes les stations-service Bocom et Petroleum au prix de 10 000 francs CFA. Mesdames et messieurs, on vous invite à découvrir M. Sostène Ngokila qui nous donne un petit cours sur la diplomatie. Qui est-ce qu'on doit appeler excellence? Vous m'avez demandé de vous expliquer le terme excellence. Quelles sont les personnes qui doivent être appelées excellence? Sans retourner dans les origines de ce mot excellence, je vous dirais qu'il y a une seule personne qui doit être appelée excellence. C'est le chef de l'État, le président de la République dans le cadre de notre organisation constitutionnelle. Je vois déjà des personnes qui sont en train de se poser des questions en se disant que mais moi je suis ambassadeur, pourquoi est-ce que je me fais appeler excellence? Eh bien, en tant qu'ambassadeur, tu es le représentant du chef de l'État, à l'extérieur notamment. Et donc, comme tu es le représentant du chef de l'État, le chef de l'État t'a donné ses pleins pouvoirs. C'est pourquoi on dit
ambassadeur plénipotentiaire. Extraordinaire et plénipotentiaire. Et donc, dans ce cadre, tu représentes le chef de l'État et donc tu es appelé Excellence parce que, par respect aux nations, les nations, c'est-à-dire les États, se doivent respect mutuel. Et donc, les chefs d'État, entre eux, se respectent et se considèrent et se donnent des étiquettes, d'où Excellence. Donc, voilà pourquoi l'ambassadeur représentant d'un chef d'État s'appelle Excellence, se fait appeler Excellence. Alors, d'où vient l'idée d'appeler le Premier ministre Excellence, le ministre Excellence, le député Excellence, le sénateur Excellence, tout le monde, la Première Dame Excellence? Je reviendrai plus longuement en ce qui concerne la Première Dame ou le premier homme, je vais dire le conjoint du chef de l'État, pour voir protocolairement quelle est sa place. Et déjà, je sais qu'il ne faut pas les appeler Excellence. Ce terme Excellence a été galvaudé, complètement galvaudé. Et ce qui fait un peu, ce qui est triste, c'est que ce sont les personnes garantes du protocole d'État, du protocole en général, qui font encore cette erreur-là, d'appeler tout le monde Excellence. Alors imaginez-vous, dans un discours, on va dire Excellence, Monsieur le Président de la République, Excellence, Monsieur le Premier ministre, Excellence, Monsieur le ministre d'État, je ne sais pas, Excellence, Madame la Présidente de la Cour constitutionnelle, pour le cas du Gabon, puisque c'est une dame qui est à la Cour constitutionnelle, Monsieur le Président du Conseil économique et social, etc. On ne va pas en finir avec les excellences et j'entends même parfois dans la rue les gens appeler les élèves de l'ENA Excellence. Ce terme a été galvaudé. Il faut revenir donc au sens protocolaire initial du terme Excellence. Je disais donc que le député ne s'appelle pas Excellence, c'est honorable. Le sénateur ne s'appelle pas Excellence, c'est le vénérable. Le Premier ministre ne s'appelle pas Excellence, c'est Monsieur le Premier ministre. N'appelez plus un ministre d'État Excellence, c'est Monsieur le ministre d'État ou Madame le ministre d'État si c'est une femme, ainsi de suite. L'épouse du chef d'État ne s'appelle pas Excellence Madame la Première Dame, ça n'a même pas de sens, ça s'appelle Madame XY. Le nom de son prénom et le nom de son époux qui est chef de l'État avec Première Dame si vous voulez par la suite. Mais ce n'est pas Ma Excellence Madame la Première Dame, ça n'a aucun sens. Alors, il y a des exceptions. Les exceptions sont d'abord au ministère des Affaires étrangères où vous avez le secrétaire général des Affaires étrangères qui s'appelle Excellence parce que ce secrétaire général est ambassadeur du Gabon. Vous avez les directeurs généraux qui s'appellent Excellence parce qu'ils sont ambassadeurs, directeur général. Vous avez le directeur que l'on appelle Excellence parce qu'il est ambassadeur, directeur. Et pourquoi les ambassadeurs directeurs et les ambassadeurs directeurs généraux sont appelés Excellence ou pourquoi on leur a affublé le mot ambassadeur, le nom ambassadeur avant leur fonction? Parce que justement, ces personnes sont appelées à échanger d'égal à égal avec des représentants d'autres États, avec les ambassadeurs d'autres pays accrédités. Et donc, comme ces ambassadeurs sont appelés Excellence parce que représentant leur chef d'État du pays d'envoi, voilà pourquoi au ministère des Affaires étrangères, on a mis les personnes qui sont à même de discuter avec ces ambassadeurs-là d'égal à égal. C'est pourquoi on leur a donné le nom ambassadeur et donc Excellence. Une autre exception, le ministre des Affaires étrangères, on l'appelle Excellence pour deux motifs. Le premier motif, c'est que c'est lui le chef des ambassadeurs. Et donc, comme un honoris causa, on l'élève au rang de Excellence. Parce que quand il se retrouve avec les ambassadeurs, lui devant respect, peuvent l'appeler Excellence. Je vous dis, ce n'est pas une obligation. On peut l'appeler Excellence. Ou alors, quand il est à l'extérieur
en mission diplomatique, parce que là, il devient, c'est le premier représentant de la diplomatie à l'extérieur lorsque le chef de l'État n'est pas là. Et donc, à ce moment-là, quand le ministre des Affaires étrangères est aux Nations Unies, dans une organisation internationale, ou auprès d'un autre chef d'État, ou de son homologue ministre des Affaires étrangères, on peut l'appeler Excellence. Mais si vous l'appelez Monsieur le ministre des Affaires étrangères, on ne vous embastillera pas. Vous avez d'autres cas où vous avez des représentants, des ambassadeurs honoris causa des institutions, de l'UNESCO, de l'UNICEF, etc. Des artistes par exemple. Est-ce qu'on peut appeler Monsieur Fally Ipupa, qui serait ambassadeur de telle institution, Excellence Monsieur Fally Ipupa? Ou Kossi, on va l'appeler Excellence Monsieur Kossi. Donc, c'est Monsieur Kossi, c'est Monsieur Fally Ipupa. Si vous voulez mettre ambassadeur, vous dites c'est Monsieur l'ambassadeur, représentant honoris causa de telle affaire, mais pas Excellence. Au ministère des Affaires étrangères, il y a encore des bêtises que l'on commet, du genre appeler un consul général Excellence, appeler un consul honoraire, là c'est encore pire, Excellence. Mais le consul général ne représente pas le chef de l'État. Le consul honoraire, c'est encore pire, ne représente pas le chef de l'État. Pourquoi vous les appelez Excellence? Ce qui fait le plus mal, c'est que ce sont les personnes qui travaillent au sein des institutions censées garantir cela, censées garantir le respect de ce protocole-là, qui font encore ces bêtises-là. Excusez-moi d'utiliser le terme bêtise, mais j'ai déjà eu à dire que je suis en campagne contre l'ignorance, la bêtise et l'inintelligence. Voilà, c'était son Excellence Monsieur Sosthène Ngokila, diplomate et promoteur culturel que nous avons eu en live depuis le Gabon, qui nous a parlé. Et là, vous avez compris. Je suis sûr qu'il y a beaucoup qui se sont dit que l'affaire là, c'est comment Excellence là. Moi, je m'appelle Excellence. On m'appelle Excellence. Il y a des personnes, si on ne met pas Excellence, ils vont se coucher au sol. Ils vont dire qu'on leur a manqué de respect. Mais il faut savoir qu'il y a un protocole et on est là chaque jour pour découvrir. Peut-être d'autres le font sans le savoir, mais on a dit, celui qui porte excellence, c'est le président. À part si vous avez maintenant des rôles qu'on vous attribue, et même si vous êtes ambassadeur, on vous dit monsieur l'ambassadeur. Il y a des exceptions et on dit le conjoint du chef de l'État ou son épouse, c'est tout simplement, voilà, on appelle et on met le nom du conjoint, on avance et on oublie, parce que excellence, c'est véritablement un terme qui est utilisé par tous, n'importe comment. Et vous savez, il y a ce qu'on appelle les incidents diplomatiques. Il faut que nous, les Africains, on puisse maîtriser cela, parce que très souvent, on a laissé aux autres de le faire pour nous. Et si on veut un changement, si on veut avancer, véritablement, ce n'est que ainsi. Ladies and gentlemen, you're connected to Jambo FM 91.